Est-ce que les gouvernements vont juste rendre le Bitcoin illégal? Eh bien, en ce moment, ça semble être un des plus gros arguments pour les personnes qui ne croient pas en Bitcoin. Vous savez, l'origine de cette crainte-là est compréhensible, parce que les gouvernements détestent la compétition. Il y a certainement des gens aux États-Unis qui sont carrément contre le dollar américain, même au sein du gouvernement. Il y a des divergences d'opinion et on voit tout ça se jouer en direct. Il y a quelques semaines, le gouvernement américain a adopté une loi qui a changé absolument tout, qui enlève le mystère, qui met fin au débat et au risque de posséder du Bitcoin. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer les menaces spécifiques auxquelles Bitcoin a dû faire face et aussi ce que le gouvernement américain vient de faire pour assurer l'avenir du Bitcoin. En ce moment, l'argument des craintifs, c'est que le gouvernement va interdire le Bitcoin. Comme j'ai dit, c'est compréhensible, mais d'abord, qui sont-ils pour rendre ça illégal? Est-ce que les États-Unis ont le contrôle sur le dollar américain? Puis qu'en est-il des personnes qui n'utilisent pas le dollar américain pour transiger? Il y a beaucoup de questions à ce sujet, mais nous avons vu qu'il y a des attaques spécifiques et donc c'est facile de comprendre c'est qui les gens qui attaquent le Bitcoin. Par exemple, aux États-Unis et dans la plupart de l'Occident, on a vu en 2017 le Bitcoin passer d'environ 1000 $ en janvier 2017 à environ 20 000 $ en décembre 2017. Simultanément, dans une attaque coordonnée, il s'est passé quelque chose qu'on appelait le choke point 1.0, qui empêchait le monde d'acheter la crypto à partir de leur compte de banque ou carte de crédit. Puis si tu peux pas l'acheter, ben ça va pas bien, puis ultimement, ça va faire descendre le prix. Au même moment, le gouvernement bannit toute publicité payante en lien avec les crypto-monnaies, et ça sur tous les réseaux sociaux. Et même à ce moment-là, personnellement, je l'ai remarqué énormément avec plusieurs consultants externes avec qui on fait affaire, qui ont vu leur compte de banque traditionnel se faire bannir suite à l'utilisation de mots relatifs à la crypto-monnaie dans leur nom d'incorporation. Même d'autres problèmes connexes relatifs à l'utilisation des mots Bitcoin ou crypto au sein de leur institution financière. Donc on a vu beaucoup d'attaques, n'est-ce pas? On a même vu le scandale FTX, l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies, qui s'est effondrée en novembre 2022 après la révélation un petit peu douteuse entre FTX et le gouvernement américain. En plus de voir récemment Elizabeth Warren, sénatrice des États-Unis, et Gary Gensler, président de la SEC, qui est en gros la sécurité des marchés financiers des États-Unis, qui est un peu comparable à l'AMF ici. Tous deux ont démontré leur forte opposition face aux crypto-monnaies. En fait, Elizabeth Warren menaçait carrément une campagne politique anti-crypto. On s'entend que ces deux personnes-là n'aimaient vraiment pas le marché. Malgré le fait qu'en plus de ça, Gary Gensler a été professeur au MIT et a enseigné les crypto-monnaies. Donc c'est un petit peu contradictoire de voir certaines choses qui sont mises de l'avant aujourd'hui par Gary Gensler contre la crypto-monnaie, dans le sens que on sait qu'il y a 5 à 6 ans, il enseignait puis il donnait des cours face au marché au MIT. Et ça, ces cours-là peuvent se retrouver directement, vous pouvez aller regarder sur Internet, dans la bibliothèque du MIT. Donc, je vous invite à faire une recherche sur Internet si vous voulez vous assurer que je vous donne la bonne information. Donc, écrivez Gary Gensler MIT Crypto sur Google. Je vous garantis que vous allez tomber directement dessus. Mais malgré le non-intérêt du gouvernement face à ce marché, il y a aussi des points positifs à noter et on voit présentement que les opinions politiques évoluent extrêmement rapidement, que ce soit au niveau local, régional ou même fédéral, suite à l'arrivée des élections qui auront lieu le 5 novembre 2024. Aux États-Unis, qui sont un pays que le gouvernement est supposé être décentralisé, donc la République et l'État sont censés être indépendants, c'est comme ça qu'on a vu une évolution se produire dans d'autres domaines. Donc, prenons exemple, la marijuana, c'était illégal au niveau fédéral, mais légal dans certains États. Donc, on a vu un premier État le légaliser, suivi d'un deuxième, suivi d'un troisième, et maintenant, on est sur le point de voir le président Biden vouloir le légaliser au niveau fédéral. Si on compare au Canada, les dépenses fédérales aux États-Unis représentent 44,5% des dépenses totales du gouvernement, contre seulement 28,5% au Canada. Cela montre que les provinces jouent un rôle beaucoup plus important dans la gouvernance au Canada par rapport aux États-Unis. Et donc, on voit les États commencer à l'adopter. Ça monte jusqu'au niveau fédéral et c'est exactement le chemin que semble prendre en ce moment le Bitcoin. Aussi même, quand la Chine a interdit le minage de Bitcoin il y a quelques années, tous les mineurs de Bitcoin ont dû quitter la Chine. Une grande majorité d'entre eux sont allés aux États-Unis, dont le Texas ou d'autres États riches en énergie, qui ont été les plus grands bénéficiaires de tout ça. Ça a commencé à changer les vents politiques quand on a vu le gouverneur Abbott du Texas. Il a été rapide à sauter sur l'occasion en juin 2021, alors qu'il a tweeté que le Texas sera le leader des cryptos et la plupart des autres États conservateurs semblent le suivre aussi. Si tu fais attention, on voit les États conservateurs et des États libéraux faire presque exactement le contraire
que ce soit en matière de banque, de loi pandémique ou de crypto-monnaie. Donc les États conservateurs suivent tout le mouvement. On a même vu le Kentucky offrir des avantages fiscaux aux mineurs pour les inciter à venir dans leur État. Ils ont adopté une loi sur les actifs numériques qui a créé un cadre large pour la régulation des crypto-monnaies. On a vu en Idaho que la nouvelle loi exclut spécifiquement les monnaies virtuelles en vertu des lois sur la valeur mobilière de l'État. Donc qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'ils mettent en place des lois qui empêchent essentiellement le gouvernement à s'immiscer au sein de leur État. Les grands acteurs de l'industrie aussi se sont lancés. On a vu BlackRock, on a vu Fidelity, deux des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, se lancer et commencer à proposer des produits financiers au sein de leur institution qu'on appelle des ETF de Bitcoin. BlackRock, qu'on a vu, qui est très proche des gouvernements, donc s'ils lancent des ETF de Bitcoin, puis des produits financiers reliés à la crypto-monnaie, pensez-vous vraiment que le gouvernement va pas s'en mêler puis va pas s'intéresser à vouloir développer plus? Et même, beaucoup de gens pensent maintenant que BlackRock a un certain contrôle sur le réseau et peut-être que c'est un peu le cas aussi. Ça recommence à ressembler à ça, parce que si on regarde, on commence de plus en plus à remarquer ce certain contrôle-là, puis toute part d'offrir du Bitcoin via ETF. Mais en réalité, en achetant un ETF, on le possède pas réellement. On n'a pas réellement la garde au final sur ce Bitcoin-là. Aujourd'hui, dans le monde, ils veulent pas qu'on possède quoi que ce soit. En fait, on peut pas vraiment rien posséder. Par exemple, tu peux payer ta maison en cash et être libre de tes dettes, mais si tu ne payes pas tes impôts mensuels au gouvernement, tu vas perdre ta maison. Et l'argent dans ton compte de banque, eh bien, légalement, tu ne possèdes pas non plus. Ton argent est dû à toi, mais est possédé par la banque. Même affaire si tu achètes des actions, que ce soit des actions de Apple, Tesla, peu importe. Non, c'est pas toi qui les possèdes. Ces actions-là sont dues à toi par ton courtier. Tout comme l'or si tu l'achètes au travers d'un ETF. On voit quand même une tendance positive face à ce marché-là prendre forme. Malgré le fait qu'on voit quand même une augmentation des attaques de la part d'Elizabeth Warren et de Gary Gensler. Et selon moi, la dernière attaque va se porter sur la garde personnelle des actifs face à ce marché-là. Je suis d'accord, on va pas interdire complètement le Bitcoin, mais ce qu'on pourrait faire, c'est de vous enlever le droit de le posséder complètement, comme ils le font en ce moment avec vos autres actifs. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est l'État d'Oklahoma qui vient de sortir une nouvelle proposition. Avec une nouvelle loi appelée HB 3594, ce projet de loi protège désormais les droits fondamentaux du Bitcoin. Cette loi a été signée par le gouverneur Kevin Stitt et entra en vigueur le 1er novembre 2024. En gros, sous cette loi, l'Oklahoma interdit au gouvernement de pouvoir restreindre ou même interdire l'utilisation de la garde autonome d'actifs numériques en utilisant un portefeuille décentralisé qu'on appelle Cold Wallet qui te permet de réellement détenir tes actifs. En gros, l'État d'Oklahoma vous garantisse votre droit de posséder vous-même tous vos actifs en crypto-monnaie. T'es peut-être pas aux États-Unis, donc peut-être que ça te parle pas vraiment, mais en gros, les États-Unis est un pays libertarien qui porte sur la liberté. Qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Les lois aux États-Unis nous donnent pas de liberté. Les lois aux États-Unis nous disent pas ce qu'on peut faire. Les lois nous enlèvent nos libertés et nous disent ce que nous pouvons pas faire. Donc, en ce qui concerne la Constitution des États-Unis, ce n'est pas les lois qui nous disent quoi faire, mais plutôt les lois qui nous interdisent de faire certaines choses. Le gouvernement ne cesse de s'immiscer et nous enlever nos droits, et donc, par peur que le gouvernement puisse essayer de nous retirer nos droits d'argent du Bitcoin, l'État d'Oklahoma a adopté une loi pour empêcher le gouvernement de nous retirer ce droit-là. Mais ça, c'est juste au niveau de l'État. Souviens-toi ce que j'ai dit un petit peu plus tôt par rapport à la marijuana. On a passé du niveau d'État au niveau fédéral et c'est exactement ce qui est en train de se produire maintenant avec ce qu'on appelle le FIT 21. La semaine dernière, à la Chambre des États-Unis, il y a eu ce qu'on appelle le HR 4763. C'est en gros ce qu'on appelle l'acte sur l'innovation financière et technologique pour le 21e siècle. Évidemment, il semble inclure beaucoup de dispositions pour l'autogarde d'actifs. En fait, dans la section 105D1, ils vont mettre de l'avant essentiellement notre capacité d'autogarde de cet actif-là. Le Financial Crime Enforcement Network ne pourra plus émettre des règles ou d'ordres pour nous empêcher d'en détenir. Les gens peuvent donc garder des portefeuilles matériels ou logiciels. En gros, ça veut dire que vous pouvez stocker en toute sécurité vos actifs numériques sans craindre que de nouvelles réglementations vous obligent d'utiliser des tiers parties pour détenir la sécurité de vos biens.
En section 105D1, la liberté transactionnelle est protégée. Donc plus précisément, la section 105D1 vous permet de protéger votre liberté transactionnelle. C'est la liberté de pouvoir faire des transactions avec vos actifs numériques pour n'importe quel but légal. Cette protection est essentielle pour maintenir la fluidité et l'autonomie dans la gestion de vos actifs numériques personnels. Tu vois, tes droits sont maintenant bien protégés. Ben pas à 100%, mais on y est presque. En tout cas, du côté de l'Oklahoma, c'est bon, mais aux États-Unis, ça doit encore passer au Sénat, donc on verra comment ça va se passer, mais tout nous indique qu'on s'enligne vers du positif dans tout ce qui va toucher la réglementation des actifs digitaux aux États-Unis. Si tu veux sécuriser tes bitcoins, maintenant c'est garanti par la loi de l'Oklahoma et bientôt par la loi américaine, tu vas pouvoir les garder pour toi-même. Je veux dire que c'est pas tout à fait fédéralement approuvé, mais à la fin de la journée, c'est pas ça le plus important. Ce qui compte, c'est la direction qu'on prend, puis dans laquelle notre société se dirige en ce moment face aux nouvelles réalités du marché des crypto-monnaies. On l'a vu passer par les États, maintenant on le voit passer par la Chambre et maintenant il doit passer par le Sénat. À ce stade, on avance petit à petit et le plus important encore, c'est qu'on continue toujours à avancer vers la bonne direction. Bien, qu'est-ce que ça veut dire qu'on se dirige dans une bonne direction? Eh bien, tu as probablement vu ce graphique-là ou cette courbe en cloche que vous voyez à l'écran en ce moment. C'est ce qu'on appelle la diffusion de l'innovation. Donc, quand une nouvelle innovation sort, elle passe par des étapes d'adoption. Vous avez les innovateurs, les gens qui l'ont inventé, puis vous avez ce qu'on appelle les vrais croyants. Ce sont les nerds qui adoptent la nouvelle technologie en premier, mais avant que la majorité de la population puisse arriver, il y a un truc, ce qu'on appelle le gouffre. C'est là qu'il faut passer avant que la majorité de la société arrive et adopte les nouvelles réalités du marché. Et c'est là que quelque chose doit changer maintenant, où les gens doivent changer leur façon de penser. Et c'est exactement le moment qu'on est en ce moment, où les gens doivent commencer à changer leur façon de penser face au marché. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui pensent encore que le gouvernement va interdire le Bitcoin, que c'est juste une mode et que ça va passer, ou qu'il n'y a pas de réel intérêt ou de valeur en arrière. Dites-vous que c'est exactement la même mentalité puis la même façon de penser que le monde en général avait sur l'arrivée des nouvelles technologies dans les années 90, l'arrivée d'Internet dans les années 2000. Mais maintenant que le gouvernement l'a rendu légal, que BlackRock, Fidelity ont dépensé des milliards de dollars pour ces ETF-là, est-ce que tu penses réellement encore que s'il n'y avait pas d'utilité, pourquoi déjà des pays utiliseraient Bitcoin comme monnaie fiduciaire? Donc tous les arguments de peur face à une interdiction du marché, c'est acheté à la poubelle, qui signifie qu'on est en train de franchir en ce moment le gouffre, qui veut dire que la majorité de la société est prête à se lancer et que c'est un marché qui va prendre énormément d'ampleur dans le futur. Donc au final, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Comment on devrait se positionner face à ces informations-là? Qu'on veuille acheter du Bitcoin, qu'on veuille être des investisseurs du Bitcoin ou qu'on veuille simplement épargner en Bitcoin? Eh bien, la façon dont je vois les choses, il y a une perspective super importante à considérer. Les investisseurs professionnels regardent souvent les investissements en termes de rendement ajustés en fonction du risque. Qu'est-ce que ça signifie réellement? C'est qu'ils évaluent non seulement le potentiel de gain, mais aussi le risque associé à cet investissement-là. Donc, n'importe quel fonds spéculatif ou institution d'investissement, par exemple, ne prendra jamais une position sans avoir évalué soigneusement les risques mis en place et une stratégie de couverture de risque. Puis en ce moment, c'est un fait, les plus grandes institutions financières, les plus grandes compagnies de capital risque investissent un certain pourcentage de leurs actifs sous gestion dans le marché. C'est un fait. Donc, pour devenir un investisseur plus sophistiqué, c'est crucial de penser au rendement en fonction du risque. Donc, laisse-moi t'expliquer un peu. Quand j'ai commencé à acheter du Bitcoin en 2009, ça semblait très risqué à l'époque. Le prix avait déjà connu une forte hausse, mais aussi avait chuté significativement. À cette époque-là, c'était relativement nouveau, donc l'incertitude régnait encore. En 2017, avec l'introduction des contrats à terme par le CME, a attiré beaucoup d'attention et réduit une partie du risque associé à se positionner dans Bitcoin. Ainsi, plus que le risque diminue, veut pas, qu'est-ce que ça crée? C'est que ça crée une augmentation du prix face au Bitcoin. À ce stade, si vous craignez toujours que le gouvernement va rendre ça illégal, si vous doutez encore de leur code d'utilisation ou si vous pensez que le public ne comprend pas encore les réels bienfaits du marché, cela signifie peut-être que tu n'es pas pleinement informé. Mais à la fin de la journée, tout le monde est en mesure de prendre ses propres décisions. Puis peut-être que pour certains, il va falloir que Bitcoin atteigne 1 million de dollars d'ici les prochaines années, comme le prévoient plusieurs grands financiers qui prévoient voir le prix du Bitcoin à 1 million de dollars d'ici 2030 pour comprendre la réelle valeur de cet actif-là, puis aussi pour que le risque soit atténué. Donc, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo-là
n'hésite pas à laisser un like si tu as apprécié, à partager à quelqu'un qui veut mieux comprendre les réels tenants et les aboutissants, un petit peu plus davantage de Bitcoin aujourd'hui qu'on a parlé. N'hésite pas à laisser un commentaire de peut-être sujet que vous voulez que j'aborde dans le futur. On se voit sur une prochaine vidéo.